Peut-être un premier temps avec toi, Joachim. Remettons-nous un petit peu dans le contexte. Je crois que ça a démarré à l'occasion d'une manifestation, d'un colloque. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'était lors du congrès HLM à Bordeaux en 2022. On s'est réunis pour organiser une première petite table ronde. On devait avoir 10 participants, donc depuis ça a un petit peu évolué. On s'est dit que la question de l'habitat partagé apparaissait un peu comme un chapeau. Qui pouvait recouvrir différentes réalités, différents types de dispositifs. On parle de cohabitation intergénérationnelle, d'habitat inclusif, de CAPS, etc. Donc on a commencé de manière affinitaire, on va dire, à travailler ensemble. Et lors de ces réunions-là, une idée a émergé de se dire, mais pourquoi pas faire en sorte d'organiser les premières modestes et exploratoires rencontres nationales de l'habitat partagé. Donc, nous voilà, AFEV, Cohabilis, Habitat Participatif France, Solia et UNAFO, pour ce premier moment, pour creuser cette question, cette intuition, cette idée que l'habitat partagé se développe. Et donc, on est en train de se demander, mais n'y a-t-il pas une nouvelle culture de l'habiter qui est en train d'émerger? Voilà. Ce résumé. D'accord. Peut-être une petite question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de cette matinée? Je vous la poserai à chacun d'entre vous, mais elle me semble intéressante globalement de se demander finalement à l'issue de cette matinée comment on l'aura réussi. Je pense que cette matinée, elle se veut exploratoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller creuser ce sujet. Et on rentre vraiment dans une démarche itérative et ouverte. Et l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir. On sait très bien que justement, l'habitat partagé représente justement une question de tolérance, d'écoute et d'ouverture. On dépasse l'individualisme. On est dans quelque chose qui parle du commun. Et donc, nous aussi, on va être dans cette démarche a posteriori où on voudra continuer cette exploration avec d'autres acteurs. On sait très bien qu'on représente pas toutes les tendances de l'habitat partagé qui sont, ma foi, bien larges. Voilà, alors effectivement, l'habitat partagé, un sujet qui est assez large et peut-être qu'il ira partir de quelques constats, puisque je sais que vous avez travaillé en amont ensemble et vous avez dégagé quelques lignes directrices. Tout à fait. Donc, en discutant avec les collègues avec qui nous avons eu cette idée de titrer d'une certaine manière cet événement qui s'appelle Vers une nouvelle culture de l'habiter. Donc, on est sur quelque chose qui est en mouvement. On est sur un constat qui n'est pas figé, mais qui dit aujourd'hui, il y a certaines formes d'habiter qui sont différentes de l'habitat familial et qu'est-ce qu'elles donnent à voir, qu'est-ce qu'elles produisent. Et on a tenté une définition en creux. On s'est dit, bon, est-ce qu'il y a un expert? Est-ce qu'il y a un monsieur, une madame habitat partagé qui va nous donner toutes les réponses que nous attendons? Et bizarrement, non. Il y a des traductions spécifiques. On trouve des experts qui ont travaillé sur des formes précises d'habitat partagé, qui savent en parler de manière extrêmement qualitative et étayée. Cependant, une personne qui va avoir une vision sociétale de ce phénomène, ou de ce micro-phénomène, on ne sait pas encore, pour le moment, cela n'a pas émergé. Donc première chose. Dans la tentative de définition aussi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on met derrière habitat partagé ou qu'est-ce qu'on ne met pas? Donc l'habitat, on dit habitat, on ne dit pas le logement partagé. L'habitat parce que habiter, c'est un rapport à soi, aux autres, là où le logement, c'est une approche plutôt boîte. C'est les murs. Et donc, c'est dans ces murs, qu'est-ce qui se passe? Comment on est en rapport à soi et aux autres? Et partager avec qui? Donc on s'est dit, pas avec la famille. Ah non, pas la famille, parce que la famille, c'est de l'habitat partagé, mais ce n'est pas de ça dont on veut parler. Ce dont on veut parler, c'est un phénomène qui dépasse justement la famille, qui recompose l'entre-soi ou le rapport aux autres, et comment on le définit. Voilà en creux ce qu'on a commencé à se dire, et je voulais citer notre grand témoin qui sera étonné que je reprenne sa phrase parce qu'on lui a posé la question, lui, en tant qu'expert des politiques sociales de l'habitat, quand on a travaillé ensemble, on lui a dit « mais pour toi, c'est quoi l'habitat partagé ?» Et il a dit quelque chose de très poétique. Il dit « l'habitat partagé avance sur un fil tendu entre l'assignation et l'entre-soi, à la recherche de formes de solidarité, de proximité, dans une époque où la solitude appauvrit et parfois tue. À la recherche de solutions économiques soutenables, d'une utilité au monde, de la fabrique du nous, nouveau, qui ne réduisent pas l'individu, mais le rend plus libre et plus fort. » Donc c'est très large et poétique, mais ça donne aussi un point de départ à nos réflexions. Donc ajouter à ça
pour compléter les points de contexte, qu'est-ce qu'on dit, dans quelle époque nous trouvons-nous qui permettent l'enrichissement ou l'émergence de cet habitat partagé? L'envie de partager les solidarités, comme on le sait, Joachim, tu l'as expliqué, donc il y a quelque chose qui est de cet élan-là. C'est une solution aussi d'habiter qui est moins institutionnelle. Aujourd'hui, les solutions qui sont proposées aux personnes vieillissantes, vulnérables, qui peuvent être médico-sociales, on voit que l'habitat partagé peut être une alternative intéressante et moins institutionnelle sur des réponses. On voit aussi qu'il y a un phénomène social qu'on peut étayer, bien sûr, de manière chiffrée, qui est le développement de la mobilité. Mobilité, grand mot valise. Qu'est-ce qu'on met derrière mobilité? C'est comment les personnes, à un moment donné, pour accomplir leur projet de vie, vont partir, décohabiter de leur lieu de naissance ou de vie pour aller chercher un travail, faire des études. Et donc, dans cette décohabitation, dans ce mouvement d'un point A à un point B, comment fait-on pour accrocher au nouvel endroit où nous allons vivre? Comment on accroche à la ville? L'habitat partagé est pris comme une solution justement d'accrochage à la ville et une solution socialisante. Aussi, on voit que chez les seniors, donc l'INED a propulsé une étude sur ce sujet, il y a une décohabitation massive de leurs familles qui laissent les seniors seuls dans leur grand logement. Donc, qu'est-ce que ça induit? Comment on remet du lien auprès de ces personnes dans des logements qui souvent ne sont pas ou plus adaptés? Et enfin, un point majeur qu'on ne dit pas ou qu'on rappelle mais qu'on redit, c'est l'envolée des prix du logement, en particulier dans les métropoles. Donc ce prix du logement qui augmente, qui galope et qui vient reposer la question de l'habiter seul ou l'habiter en famille seulement. Si je prends un exemple, qui est l'exemple du public étudiant, qui est celui peut-être que je connais le mieux, donc c'est pour cela que j'en parle, on voit bien que chaque année, 19% des étudiants choisissent la colocation, qui est une illustration de l'habitat partagé, et 26% des étudiants internationaux privilégient ce mode d'habiter, parce qu'il est à la croisée entre la question du prix du logement et la recherche d'une sociabilité et d'une accroche à la ville. Voilà, Claude. Parfait, merci pour ces éléments de présentation. On va les retrouver d'ailleurs dans les deux tables rondes qui suivront. Mais en fait, vous êtes d'abord un collectif. Et vous êtes un collectif qui incarne finalement d'une manière ou d'une autre chacun un des aspects que tu as commencé effectivement à évoquer à travers les constats que vous avez partagés. Donc, je vous propose de prendre chacun quelques minutes pour dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, je crois, par rapport à cette question de l'habitat partagé, et peut-être aussi nous dire pourquoi vous avez décidé de participer à ce collectif. Et j'ai envie de commencer par toi, Kéra, parce que je trouve qu'il y a un élément intéressant. On a tendance à percevoir ces questions d'habitat partagé à travers des personnes plutôt vulnérables, plutôt fragiles, mais tu l'as très très bien évoqué. Je crois que le spectre est beaucoup plus large que celui-ci. Alors, dans le cas de la FEV et de la colocation solidaire, ça donne quoi? Alors, pour répondre à ta question, je vais juste préciser quelle est la FEV. Qui est la FEV, l'association de la Fondation des étudiants pour la ville. Donc la FEV est une association nationale qui permet chaque année à plus de 20 000 étudiants de s'engager. Nous faisons une proposition d'engagement aux jeunes pour qu'ils puissent enrichir leur parcours d'études en général et aussi être acteurs de la cité. Donc le cœur de métier de la FEV, c'est travailler autour de la question des inégalités éducatives, autour d'une action qui s'appelle le mentorat étudiant. Et d'autres propositions d'engagement sont faites. Et l'une d'entre elles est une proposition d'habiter qui s'appelle la colocation à projet solidaire, qu'on appelle un acronyme les CAPS. Voilà. Ici, ce qui est intéressant, c'est que notre proposition de colocation, elle croise l'idée d'habiter à plusieurs, donc des étudiants habitent à plusieurs, donc plusieurs, ça veut dire à partir de 3 personnes, en général en quartier populaire, et en habitant ensemble, il y a une volonté des jeunes de s'engager dans la cité auprès des habitants, en coproduisant avec les habitants des actions, donc des habitants jeunes et moins jeunes, et des actions de solidarité. Voilà rapidement pour mettre le contour de ce qu'est pour la FEV l'habitat partagé, donc ce sont des colocations à projet solidaire. Là-dessus, on en tire, nous, donc plusieurs choses. Déjà, ce projet existe depuis plus de 10 ans. On a fait le chemin en marchant,
C'est-à-dire que la colocation, en particulier la colocation abordable, qui prend son lit en parc social, puisque c'est le cas des colocations à projet solidaire, ça a été un chemin culturel. Dans le parc social, la question colocative jeune est très peu abordée et il a fallu travailler avec les professionnels du parc social, du logement social, pour trouver des modus vivendi pour faire exister cette question, premièrement. Et le chemin faisant, il fait que la FEV aujourd'hui anime 27% de ses colocations des moins de 30 ans dans le parc social. Donc ça nous a mené donc à nous questionner sur pas mal de choses. C'est quelle est la place de ce mode d'habiter et pourquoi on le promeut. Aujourd'hui, sur le public étudiant, on se rend compte qu'on traverse une crise du logement historique. Donc 3 millions d'étudiants en France, 400 000 logements dédiés, 175 000 logements abordables sociaux pour ces étudiants. Donc on est dans une forme de déficit structurel pour un public donné et un déficit systémique, puisque quand on ne répond pas à un public aussi massif, obligatoirement, certains publics vont chasser d'autres publics, en particulier en métropole. Donc, de manière très logique, on se dit, mais comment habiter mieux, comment habiter différemment ? La logique, depuis certainement l'après-guerre, on est sur une logique de logement individuel pour les personnes qu'on appelle isolées. Donc, des personnes, en particulier étudiantes, mais pas que, qui sont seules, sans famille. On est sur l'idéal du studio. On voit bien que les productions qui se font et qui se réalisent sont souvent sur cette modalité-là. Donc aujourd'hui, est-ce que l'habitat partagé est une alternative intéressante qui va venir optimiser quelque part les existants, les vacances existantes de logement, et est-ce qu'on peut dégager ce mode d'habiter comme allant vers la normalité pour répondre à ces crises du logement ? Faire presque un mode courant, en fait, un mode commun, et non pas le sortir un peu de l'exception. Exactement. En tout cas, nous, c'est le nous, c'est le nous à FEV, mais je pense qu'on partage avec les collègues avec qui nous organisons cet événement, c'est de démocratiser cette forme d'habiter. Mais là, du coup, les collègues vont donner d'autres illustrations qui seront complémentaires à celles que j'ai présentées. Tu viens d'évoquer. Ok, ben on va poser tout de suite la question à Éric Valverne, chargé de mission démarche qualité de service et suivi habitat adapté, Solila. Là, on va être, Éric, plus sur ce qu'on appelle une caractéristique de l'habitat inclusif. Oui, donc on est un opérateur qui intervient sur tout ce qui est habitat, notamment... Voilà. Je vais te demander, Éric, de... Oui, voilà, s'il te plaît, merci. Voilà. Tout ce qui est l'adaptation et l'aménagement des logements des personnes âgées handicapées, donc on en fait plus de 30 000 par an, et c'est, je dirais, de manière un peu naturelle qu'on s'est positionné avec les autres collègues sur de l'habitat partagé, notamment dans le dispositif qui a été mis en place suite à la loi Allure sur l'habitat inclusif. Voilà. Et on développe un certain nombre de projets dans ce domaine-là. Et c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est de monter des projets en 3 temps. On a un temps qui vise à trouver l'offre immobilière, un deuxième temps qui vise à trouver les modalités de gestion de cette offre, qui soient les plus adaptées possibles, que ce soit aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées, et après un temps d'animation de ces habitats collectifs. Donc, on a développé ça dans le cadre d'un dispositif qui est mis en place via l'Observatoire national de l'habitat inclusif, porté par la DGCS, porté par la DHUP et la CNSA. Et c'est vrai que ça nous a permis, je dirais, avec une dizaine d'associations, de monter 26 projets là-dedans. Donc moi, je rentre tout à fait dans l'aspect un peu opérationnel des choses, et notamment de répondre à des besoins qui étaient latents auprès de personnes âgées. Les personnes âgées ont beaucoup de mal à quitter leur chez eux, leur domicile qui est le leur, pour aller vers autre chose. Et ça se comprend, parce que finalement, ça fait un paquet d'années qu'ils habitent ce logement dans lequel ils sont, même s'ils s'aperçoivent que ce n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait pour eux, qu'ils ont déjà chuté 1 ou 2 ou 3 fois, ils minimisent souvent, ils n'en parlent pas trop, jusqu'au moment où il y a cette question du maintien à domicile qui va vraiment se poser, où il y a pu y avoir une première hospitalisation. Ça, c'est un premier cas. Et puis, on a deuxième type de personnes qui peuvent être confrontées et intéressées finalement dans les personnes âgées. Ce sont celles qui sont isolées, qu'on trouve, je dirais, dans de l'habitat. Oui, elles ont l'habitat qui convient, mais finalement, peu à peu, avec le vieillissement, elles se coupent de leur réseau habituel et elles rentrent dans une logique un peu de repli sur soi.
ce qui n'est pas la meilleure des choses pour finalement garder une forme de vie sociale, notamment quand les enfants ont été, par les opportunités professionnelles ou autres, sont partis de la maison, sont partis du foyer. Et donc, ça rend difficile pour ces personnes-là de pouvoir se dire que finalement, le vivre seul, c'est un peu ça, le vivre seul, surtout en plus quand l'un des deux conjoints vient à décéder, ça va rendre encore plus compliqué le fait de rester seul, va être finalement un levier qui va pouvoir permettre à ces personnes de retrouver une vie collective au sein de ce type d'habitat. Alors, pour y arriver, c'est vrai que on décide pas, enfin moi je suis plutôt sur le prisme personnes âgées, mais on ne décide pas une personne âgée aussi facilement que ça à quitter son chez-soi, même si elle éprouve bien le besoin finalement de se rapprocher des commodités, des commerces, des services. Il faut, dans ces cas-là, dans ce type de projet, c'est le constat que nous faisons, l'associer très tôt dans les démarches. Et c'est parce qu'on va l'associer tôt qu'elle va se laisser, je dirais, un peu guider, enfin convaincre finalement de venir dans ce type d'habitat et de se dire que c'est ça qu'il lui fallait réellement. Alors après, si on peut compter sur l'entourage familial pour l'aider à prendre sa décision, tant mieux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un point très important. Donc voilà un petit peu, nous, ce qui fait notre spécificité dans le cadre de nos interventions. Et je dirais qu'on est toujours très en lien avec les collectivités locales, avec l'ensemble des acteurs qui, finalement, notamment les conseils départementaux, qui ont cette prérogative au niveau de l'habitat inclusif. Ok, Voilà je un note. petit peu Merci Eric pour ces éléments. Je note deux aspects qui seront certainement très très intéressants. C'est toutes ces questions liées à l'accompagnement, la manière de faire, hein, vous l'avez dit, la manière effectivement de les accompagner pour qu'à la fois on respecte un petit peu leur intégrité d'une certaine manière et on les conduise progressivement vers des solutions adaptées. Ok, on va donner la parole maintenant à Ludovic Parenti. Alors là, on va parler d'habitat participatif. On est encore dans un autre lexique avec des caractéristiques bien spécifiques. Merci Ludovic. Moi, je vais peut-être d'abord définir ce qu'est l'habitat participatif en tant que tel et donc rappeler que l'habitat participatif est défini dans le cadre de la loi ALUR comme une démarche citoyenne qui permet à des collectifs d'habitants, à des collectifs citoyens de se regrouper pour concevoir, créer et gérer collectivement leur habitat avec du coup une logique d'espace privatif bien sûr, mais une combinaison avec des espaces communs. Donc en gros, on va retrouver trois invariants dans cette définition. L'idée qu'il y a un collectif, qu'il y a du coup un groupe d'habitants qui va s'organiser en amont d'une construction ou d'une réhabilitation d'un lieu. Une deuxième grande caractéristique qui est le fait qu'il y a toujours des espaces communs partagés. Donc ce qu'on appelle espace commun peut être très variable selon les projets et selon les groupes. Mais on va retrouver très généralement une grande salle, une salle commune, une salle polyvalente, selon comment les collectifs décident de l'appeler, qui est du coup un lieu qui permet aux habitants de se réunir, de faire des réunions, de s'ouvrir sur le quartier. On va avoir très souvent des chambres d'amis partagées, ce qui évite du coup d'avoir des mètres carrés chez soi qui ne servent pas très souvent, une buanderie partagée, ça peut être bien sûr un jardin, un extérieur, un potager, voilà, un atelier. Donc le champ des possibles est assez vaste sur les espaces partagés. Et puis la troisième grande caractéristique, c'est la notion d'autogestion par ce collectif, par les habitants, de ces espaces partagés d'une part, mais de ce lieu de vie d'une façon générale. Donc par nature, les projets sont un peu tous différents. Puisque du coup la démarche elle n'est pas normée, mais on retrouve quand même toujours comme dénominateur commun l'idée d'avoir envie de vivre autrement avec ses voisins, l'idée de valeurs écologiques et puis d'un esprit de partage et de solidarité. Alors comment est-ce que se monte ce type de projet ? Ils peuvent émerger soit directement de collectifs qui sont déjà constitués, soit ils peuvent du coup émerger d'une volonté plus politique, institutionnelle, quand par exemple une collectivité se dit « tiens, ça aurait du sens de faire un projet comme ça sur mon territoire ». Ça peut être réalisé en autopromotion, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte là où c'est des groupes d'habitants qui vont se constituer directement comme en maîtrise d'ouvrage de leur propre projet, et du coup ils vont monter une société qui peut être une société d'attribution ou une coopérative d'habitants. Et puis dans un certain nombre de cas, on va avoir du coup des opérations qui sont réalisées en partenariat avec des opérateurs, le plus souvent un bailleur social. Et là, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'amener une certaine mixité au sein des projets, puisqu'on va pouvoir avoir de l'accession sociale et des logements libres également, mais également du locatif social. Et donc cette idée de mixité sociale est quand même très souvent recherchée dans les projets. Donc ça va être effectivement quelque chose qui est assez intéressant pour ouvrir l'habitat participatif à toutes et tous.
Aujourd'hui, en France, on dénombre à peu près 950 projets, dont 400 sont aboutis. C'est aussi bien des projets en ville qu'en zone rurale. C'est aussi bien des projets en neuf que des projets en réhabilitation. Donc c'est voilà, c'est très varié. Le sens qu'on met derrière l'habitat participatif, au-delà des définitions très fonctionnelles. Là, j'ai une question, hein, Ouais. de bien spécifier la notion d'habitat participatif par rapport à partager. Oui, tout à fait. Bah, nous, l'idée, effectivement, c'est que le point de départ, c'est les habitants, c'est une dynamique citoyenne. Et c'est ce qui fait du coup la force de ces projets, je pense, d'une part, mais c'est ce qui peut permettre, enfin, c'est ce qui peut créer aussi parfois la difficulté des pouvoirs publics ou des acteurs plus traditionnels à repérer, à appréhender cette forme d'habitat et son potentiel d'innovation sociale. Et dans ces projets, en fait, on trouve des citoyens, des habitants qui ont envie du coup on va dire, qui ont envie de reprendre en main leur cadre de vie, qui ont envie d'exercer leur pouvoir d'agir sur différents enjeux sociétaux qui peuvent être bien sûr, ce qui a été déjà abordé par mes collègues, effectivement la question du lien social, mais aussi la question du bien vieillir ou de l'accompagnement du bien vieillir effectivement par les citoyens. Et ça va aussi sur des questions d'écologie, donc comment est-ce qu'on construit de manière plus écologique, comment est-ce qu'on a aussi du coup des modes de consommation plus durables au sein de ces collectifs. Il y a la question du logement abordable qui est souvent abordée aussi. Et puis il y a toute la question de l'attractivité des territoires, des quartiers, etc. qui du coup est de fait, pour beaucoup de collectifs, ces questions-là sont un peu sous-jacentes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit qu'il faut qu'on affirme. L'habitat participatif participe quelque part d'un projet de société désirable en agissant de manière transversale sur un certain nombre de problématiques de politique publique, quoi, de politique sociétale, quoi. Alors peut-être quelques mots, Habitat Participatif France. Donc nous, on est une association tête de réseau. Quelque part, on est la maison commune, pour reprendre un vocable plus de l'habitat participatif, la maison commune du mouvement citoyen, qui regroupe du coup des groupes d'habitants, mais qui regroupe aussi des associations de promotion de l'habitat participatif. Et c'est important, tout un réseau d'acteurs professionnels, accompagnateurs de ces démarches d'habitat participatif, parce qu'effectivement, il y a des collectifs qui sont en capacité, je dirais, d'être dans une logique d'autopromotion et qui ont un certain nombre de compétences en interne qui vont permettre de développer ce type de projet. Mais pour que ça se démocratise, il faut évidemment du coup qu'on puisse avoir un réseau de professionnels qui accompagnent ces démarches-là. On travaille sur des thématiques qui sont aussi bien de l'ordre du plaidoyer que de l'animation de réseau, en tant que réseau et en tant que mouvement. Et on développe notamment deux programmes sociaux sur le sujet de comment est-ce qu'on peut proposer l'habitat participatif dans les quartiers populaires, avec l'idée de la question du renforcement du pouvoir d'agir des habitants. Et puis un autre gros volet qui est effectivement la question du volet senior et intergénérationnel, puisqu'on constate quand même dans le public qui est intéressé par l'habitat participatif, on le dit un peu rapidement comme ça, mais on a au moins 2/3 des personnes qui sont soit proches de la retraite, soit déjà retraitées. Donc c'est un gros sujet effectivement de société qui est interrogé là, et sur lequel du coup on est en train du coup de développer des programmes. On a un certain nombre de projets qui sont des projets seniors, mais on voit aussi beaucoup de projets intergénérationnels. Donc ça c'est quelque chose qu'on souhaite effectivement vraiment interroger sur la durée. Alors pourquoi participer du coup à cette dynamique rapidement, l'idée en tout cas de coopération, l'idée de quelque part de créer des passerelles entre différentes sphères de la société, l'idée de se fédérer, en fait les énergies, y compris dans leur grande diversité, c'est quelque chose qui est assez naturel et logique dans les projets d'habitat participatif, mais pour le mouvement Habitat Participatif France. Et puisque du coup on est quelque part porteur d'un projet de société, il nous semble qu'il est tout à fait nécessaire, utile et pertinent de s'associer pour peser dans le débat public avec des acteurs qui ont un peu quelque part, qui partagent cet idéal d'une société plus participative, plus solidaire. Très bien, merci Ludovic. Je retiens cet élément important du pouvoir d'agir finalement. C'est vraiment mettre l'ensemble, enfin le citoyen comme un acteur prioritaire, et puis cette logique aussi de fédérer l'ensemble des parties prenantes finalement qui vont permettre d'aller vers ce projet de société. Pierre-Marc, merci de conclure ce premier tour, presque ce premier tour de table. Je n'oublie pas Joachim. Tu es chargé de mission logement à l'UNAFO. Tout à fait. L'UNAFO, c'est l'Union professionnelle du logement accompagné qui regroupe aujourd'hui 173 adhérents et 1650 résidences, donc qui loge plus de 150 000 personnes. On est quantitativement un assez gros réseau. Je vais peut-être commencer à l'envers par rapport à ce que j'avais prévu, donc dire pourquoi effectivement on est venu là. Oui. Historiquement, l'UNAFO s'était constitué autour des foyers travailleurs migrants qui proposaient effectivement des modes de vie pour certaines personnes communautaires, en tous les cas structurés autour d'espaces privatifs, mais pas toujours.
et surtout effectivement des espaces collectifs, ce qui est d'ailleurs la définition du logement foyer. Il y a eu un mouvement de balancier légitime parce qu'effectivement ça ne correspondait plus à des normes vers du logement individuel, et au sein de l'UNAFO aujourd'hui beaucoup de structures proposent du logement individuel. Mais on voit les limites aujourd'hui aussi de ce logement individuel. Il y a une sorte de retour de balancier en se disant, mais on a de plus en plus de personnes qui sont isolées, qui souffrent de la solitude et qui ont besoin de se retrouver autour d'espaces collectifs. Alors, un dispositif a émergé il y a un peu plus de 25 ans maintenant, a émergé depuis maintenant un peu plus de 25 ans, qui sont les pensions de famille, qui sont des tout petits dispositifs de 25 logements, 20-25 logements, parfois un tout petit peu plus, très structuré autour effectivement de l'espace collectif et notamment de la cuisine. On est en France et c'est vrai que l'espace cuisine salle à manger est un espace à la fois central où le collectif peut jouer son rôle d'accompagnement, où les travailleurs sociaux qui œuvrent dans ce type de dispositif effectivement peuvent jouer sur la dimension collective et où le collectif lui-même instaure effectivement une dynamique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous paraît absolument essentiel, c'est que finalement, en venant interroger la question de l'habitat partagé, on interroge effectivement les valeurs qui sont les nôtres. Et ces valeurs, on voit qu'il y a un mouvement qui est assez ancien, qui a démarré effectivement dans les années 60, et la France était plutôt en retard d'ailleurs par rapport à ça, de désinstitutionnalisation, notamment évidemment pour les personnes âgées, notamment pour les personnes handicapées. Enfin, la crise que les EHPAD connaissent aujourd'hui, après effectivement la publication du texte sur les fossoyeurs, en est une illustration, et effectivement l'émergence de l'habitat inclusif, émergence assez extraordinaire, en est également une forte illustration. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a un mouvement de désinstitutionnalisation qui nous paraît totalement clé, où effectivement la participation, et mes collègues l'ont légitimement souligné, nous paraît effectivement un point tout à fait crucial. On en reste là pour l'instant. Tout à fait. Là. On va laisser la parole à Coabilis, à Joachim Pasquet, que je n'avais pas oublié. Merci. Avec grand soleil. Présenter Coabilis assez rapidement. Coabilis, c'est un réseau qui regroupe une quarantaine d'associations réparties sur une cinquantaine de départements. Le cœur de métier de ces structures, c'est d'accompagner des cohabitations intergénérationnelles solidaires. Donc ça, c'est le plus petit dénominateur commun. Et par ailleurs, elles font d'autres types d'habitat partagé. Alors pour s'arrêter 30 secondes sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire, le principe, c'est un senior qui dispose d'une chambre de libre. Donc ça, c'est en fait structurellement la grande majorité des seniors, puisque globalement les seniors ont des enfants, les enfants s'en vont et les seniors se retrouvent en sous-occupation. Et de l'autre côté, des jeunes qui recherchent un logement. Et donc d'un côté, on a un senior qui souvent a besoin de présence, se sent un peu seul, et de l'autre côté, un jeune qui peut aussi se sentir seul, parce que au fil des années, on s'est bien rendu compte de la question de l'isolement relationnel des jeunes dans le temps, et qui a besoin d'un logement accessible. Chiara parlait des prix du logement, d'un marché qui est complètement fou. On a la chambre chez l'habitant en moyenne, elle est à 600 € à Paris, ce qui est assez indécent quand on sait que le budget le budget moyen des étudiants, c'est de 590 €. Donc, on a des besoins relativement prosaïques à la base, et l'association permet à ces deux parties de se rencontrer et de solutionner des problématiques assez pratiques par de la solidarité et de l'entraide. Et donc, le jeune va aller habiter chez le senior, et dans ce cadre-là, ils vont s'entraider. Il peut y avoir des temps de présence en soirée, et le prix qui est versé par le jeune au senior est variable, mais toujours significativement en dessous des prix du marché locatif local. Donc on a réussi à démontrer de manière assez nette l'impact de ce dispositif, et je vous renvoie sur des études qui sont sur le site. Les associations, par ailleurs, accompagnent d'autres types d'habitat partagé. On a par exemple depuis 2015, en tous les cas depuis 2015 légalement, parce qu'on le verra dans une des tables rondes, bien souvent ces dispositifs commencent avant le règlement et la loi, la possibilité d'accueillir des jeunes en résidence autonomie. Alors est-ce que le fait d'accueillir des jeunes dans une résidence autonomie peut être considéré comme un habitat partagé ? Ça sera à
traiter et de voir comment on borde le lit et on en définit la taille, mais en tous les cas, nous, ça nous permet de mettre en place des dispositifs. Les jeunes vont aller habiter en résidence autonomie et vont animer, partager des temps de repas, etc. On a la possibilité aussi de faire la même chose dans le parc social, où des jeunes vont être en location, colocation et faire des visites de convivialité chez des seniors, animer des temps. On a aussi 3 habitats inclusifs, dont un bel habitat inclusif porté par le Paris Solidaire à Paris avec Paris Habitat dans le 13e arrondissement. On a de nombreuses expérimentations qui sont mises en place partout par les associations sur tous les territoires. Alors je dis associations, on a aussi des SIC, qui est une agglomération, la Maison de l'Habitat d'Annemasse, qui est rentrée il y a pas longtemps. Pour finir, donc il y aurait beaucoup de choses à dire et je pense que voilà, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais la question c'est pourquoi nous on est rentré dans ce groupe-là, pourquoi on a été tous instigateurs finalement de cette démarche. C'est que d'abord, comme on le voit, il y a une grande diversité d'habitats, c'est-à-dire qu'il y a plein de types d'habitats différents. On les représente déjà tous autour de cette table, et même au sein de ces types d'habitats, il y a des doctrines différentes. Et on le voit notamment au niveau de l'habitat inclusif. Il y a déjà des tendances et il y a déjà des départements qui se positionnent plutôt contre ou pour l'intergénérationnalité au sein de l'habitat inclusif. Donc on va avoir des différentes doctrines, on est presque dans de la sociologie des organisations, qui vont s'approprier les dispositifs et qui vont commencer à poser des grandes lignes et à normer en fait les choses. Et même dans ces différentes familles, il y a des sous-familles, etc. Et donc on voit bien qu'il y a une grande diversité. Et en plus, on le voit bien, quand on met en place un habitat partagé, on le fait toujours, et je pense que tout le monde est d'accord autour de la table, on le fait toujours sur mesure. On fait du tricot, on fait avec les personnes, on fait sur le territoire, qu'elles soient à l'initiative ou que l'instigateur soit l'association. C'est toujours avec et pour les personnes qu'on va mettre en place ces habitats partagés. Donc chaque habitat partagé est particulier. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'en fait la logique, c'est de se rassembler, de s'écouter les uns les autres. Pourquoi s'écouter, c'est important parce que déjà au niveau du territoire, on a des nombreuses associations qui se connaissent et travaillent ensemble, donc c'était un peu logique de commencer à discuter davantage. Et puis enfin, pourquoi écouter, c'est important. Pourquoi s'écouter, c'est important. D'abord parce qu'on a des points communs, donc c'est de voir ces transversalités, et à partir de là, l'entraide, etc., se renforcer sur la solidarité, sur la non-lucrativité, parce qu'on est tous des acteurs non lucratifs ici, et je crois qu'on le revendique assez fort. Et ensuite, sur nos différences, parce qu'on a des différences, de se remettre en question, de s'interroger et de s'enrichir de ces différences. Voilà. Très bien, merci Joachim, merci à chacun d'entre vous pour ce temps de présentation qui me semblait assez nécessaire et assez fondamental dans un vocabulaire qui est parfois un peu confus à repérer. Donc voilà, je vais vous demander de rejoindre, si vous le voulez bien, la salle.